La première étape, quand on veut savoir si une thérapie marche, c'est de cerner de quoi on parle. Donc, cerner de quoi on parle, ça passe nécessairement par un petit historique. Alors, retracer l'histoire d'une thérapie, ça peut paraître un travail long et fastidieux. Souvent, c'est assez simple, finalement. Ça implique de retrouver les fondateurs. Alors, les fondateurs, nous, des quelques thérapies là qu'on a essayé de rechercher, déjà, il faut savoir que très souvent, les fondateurs, ils ont un peu le même profil. C'est souvent des hommes blancs, issus de catégories socio-économiques relativement aisées, donc c'est pas n'importe qui fonde une thérapie au fin fond de nulle part. Il faut la dater. Et là, on tombe sur un constat, nous, c'est que intuitivement, même moi, pendant mes études, j'avais l'impression que ce qu'on appelait les thérapies manuelles datait de la nuit des temps. Et en fait, elles sont toutes immensément récentes. C'est-à-dire que les plus anciennes qu'on va trouver dans les grands blockbusters, ostéopathie, chiropraxie, kinésithérapie, etc., c'est fin 19e au maximum. Donc en fait, contrairement à ce qu'on pressentait, l'immense majorité des thérapies sont récentes. Du coup, on trouve des écrits, on trouve les fondateurs. Certains des fondateurs sont d'ailleurs vivants de toutes les thérapies manuelles, on va dire, qui sont un peu dans l'air du temps. Donc, beaucoup moins anciens que ce qu'on croyait. Alors ensuite, un élément intéressant, toujours pareil, pour essayer d'éveiller nos sens araignées, c'est de trouver l'événement de départ. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le fondateur a construit sa thérapie? Et là, ce qu'on a constaté, c'est que dans la grande majorité des thérapies, c'était quelque chose de relativement messianique. C'est-à-dire, c'est souvent pas du tout construit sur une accumulation de faits qui permettent derrière d'élaborer une théorie et de mettre en doute cette théorie. C'est souvent quelque chose qui est très direct. Soit ils reçoivent de Dieu directement un ordre divin à mettre en place, soit c'est une généralisation d'une guérison qui leur a été propre. C'est-à-dire, j'ai eu ça, j'ai fait ça, ça a marché, donc je le généralise et j'en fais une thérapie complète. Dans la grande majorité des cas, c'est ça. Alors, un élément que nous, on trouve intéressant vraiment, c'est d'aller toujours regarder les racines et le contexte. Parce que, en fait, regarder la construction d'une thérapie fin 19e avec nos yeux actuels rend les choses souvent parfois un peu ridicules. Et en fait, si on se remet dans les théories scientifiques de l'époque, ça l'est souvent pas tant que ça, si vous voulez. Par exemple, le magnétisme de Mesmer, si on se remet à l'époque, on découvrait les forces électromagnétiques. En fait, on ne savait pas grand-chose de tout ça. Ce qui est étonnant, en fait, c'est l'autre point, c'est la vivacité de la théorie. C'est-à-dire que quand elle est figée au moment où on ne connaît pas trop les théories sous-jacentes, on peut émettre l'idée que ça fonctionne comme ça. 200 ans plus tard, on retrouve la même théorie qui n'a pas du tout évolué alors que tout le reste a évolué autour. Ça, c'est très étrange. Voilà, quelques petits éléments. Alors, une fois qu'on a fait l'histoire, on a tendance à faire la sociologie. Donc là, c'est à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, comment est distribuée la pratique? Ça, c'est un bon indicateur pour vous faire une opinion à pas trop de frais. C'est-à-dire que, étant donné que les données scientifiques sont normalement partagées, partageables, s'il y a un gage d'efficacité dedans, il serait logique de penser que ce sera repris un peu partout. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a souvent des poches géographiques particulières d'utilisation des thérapies. Il y a même des poches, alors là, plutôt de reconnaissance, qui sont très étonnantes. Par exemple, au Canada, l'ostéopathie n'est pas du tout reconnue à Québec et elle est reconnue dans d'autres États. Vous voyez, donc en fait, au sein d'un même pays, vous aurez des niveaux de reconnaissance qui seront différents. Donc là, c'est plutôt une reconnaissance d'ordre juridique, mais vous pouvez avoir une reconnaissance d'ordre scientifique ou épistémologique. Certaines pratiques, si je prends par exemple la microkiné, est pratiquée en France et au Brésil. 99,5% de la pratique, c'est que dans ces deux pays-là, et pas du tout ailleurs dans le monde.
Donc il y a des choses un peu étonnantes comme ça quand on a des poches de pratiques qui restent. Et alors, ces distributions géographiques un peu différentes, elles sont souvent dépendantes de l'origine des fondateurs, c'est-à-dire que l'influence des fondateurs souvent perdure un peu longtemps, et puis parfois dépendante aussi de contraintes géographiques. Je prends comme exemple souvent, on sait par exemple que les barreurs de feu, est-ce que ça vous parle, les barreurs de feu, ou les gens qui coupent le feu? Voilà, on appelle ça aussi les deserts secrets. Enfin, chaque région a un peu son intitulé. Il y en a beaucoup, par exemple, dans les pays frontaliers avec la Suisse. Pourquoi ? Parce que la Suisse a un système un petit peu particulier de votation qui fait qu'ils n'ont pas la même attitude vis-à-vis des thérapies dites alternatives ou complémentaires, puisque en fait, il suffit d'avoir un nombre suffisant de citoyens qui mettent à la votation, par exemple, le remboursement de telle thérapie, pour que ce soit proposé, voté de manière démocratique et du coup acté. Donc les reconnaissances en fait se font pas du tout sur les mêmes systèmes que chez nous. Et du coup, il y a des poches de pratiques, par exemple des barreurs de feu, plutôt dans les pays de Savoie, l'Ain, etc., où ils sont d'ailleurs implantés dans les centres hospitaliers français. Ce qui pose une autre question dont on pourra débattre, c'est de l'intrusion de quelques pratiques dites alternatives dans les systèmes de santé. Alors, autre élément, regardez la reconnaissance. Si je prends les grands blockbusters, donc par exemple l'ostéopathie et la chiropraxie ne sont reconnues en France que depuis 2010, reconnues sur le plan législatif. Et c'est très compliqué parce que, par exemple, est-ce que vous diriez qu'un ostéopathe est un professionnel de santé ? Oui ? Et bien pourtant, pas au sens juridique du terme, puisqu'il n'est pas dans le code de la santé publique. Donc ce n'est pas un professionnel de santé, même si c'est un professionnel qui s'occupe de la santé des gens. Vous voyez, c'est assez flou, toutes ces histoires. Mais ce n'est pas un professionnel de santé au sens du code de santé publique. Il n'est pas dans un des livres du Code de santé publique. Alors ensuite, il y a les formations. Comment sont formés tous les professionnels ? Donc là, quelques éléments qui peuvent vous mettre en alerte. C'est ce qu'on appelle les chapelles de formation. Donc vous avez par exemple des formations qui se font que dans une seule zone de France, des fois même dans une seule école, avec des systèmes très hiérarchisés. C'est-à-dire que après, vous rentrez dans une espèce de famille de diplômés de telle thérapie. Alors en plus, souvent, dans les thérapies manuelles en particulier, il y a une espèce de compagnonnage. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait un temps avec quelqu'un qui est déjà diplômé d'eux pour pouvoir prétendre au fait d'obtenir le diplôme. Donc une espèce de filiation comme ça. Encore une fois, quand je vous donne ces éléments-là, c'est des éléments à prendre comme des faisceaux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a ça que oulala, c'est terrible, il ne faut pas du tout s'en occuper. Vous voyez, c'est juste quelques éléments de construction qu'on retrouve un petit peu de manière transversale sur les thérapies manuelles. Et puis vous avez tout ce qui est mode. Alors vous avez la thérapie manuelle, c'est en fait d'ailleurs la santé au sens large, hein, qui est assez largement marchandisée. Du coup, on a des techniques fashion, des techniques un peu has-been, vous voyez. Donc il y a des trucs où c'est à la mode, ça fait bien de faire ça, si vous voulez. Et les patients sont en demande de ça. Hein. C'est-à-dire que quand vous arrivez, moi par exemple dans un cabinet de kiné, hein, il y a beaucoup de patients qui me disent « Mais alors vous le faites ça ?» Si vous dites « Non, pas particulièrement », les gens vous disent « Ah bon c'est dommage, alors je vais peut-être changer. » Si vous rentrez après dans le débat pour dire « Mais qu'est-ce que ça vous apporterait qu'on fasse ça ?» Généralement, on tombe sur un discours du style « Ma belle-sœur l'a fait, elle est super contente, elle, donc du coup, pourquoi vous ne me le faites pas ?» Du coup, ce qui permet d'enrichir la discussion avec les patients autour de ce genre de thématique. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez exactement, pourquoi, et ça, c'est le côté plutôt sympa du travail. Alors, une fois qu'on a cerné un peu ce dont on parlait, il faut aller analyser ce qu'on appelle les fondements théoriques. Donc, vous avez trouvé les fondateurs, vous avez trouvé comment s'est construite la thérapie. Généralement, vous avez du coup des principes fondateurs de base. Dire ma thérapie, c'est ça répond à ça comme règle. Et là, du coup, il faut aller les analyser.
pour les analyser, en fait, on a quelques outils, alors qu'on appelle plutôt des outils épistémologiques, que je vais essayer d'illustrer simplement. J'ai mis longtemps à bien les cerner. Alors, il y en a plein. J'ai essayé de faire un peu une sélection, on va dire, des principaux. Ceux où vraiment, si ça ne répond pas à ces critères épistémologiques, il faut se méfier quand même. Le premier, c'est est-ce qu'il y avait une chance que ça ne marche pas? Vous voyez, typiquement, c'est la thérapie où le thérapeute vous dit vous savez, s'il se passe ça, c'est que j'avais raison pour tel mécanisme. Mais si ça ne se passe pas, c'est parce que j'avais raison aussi, parce que c'est ce mécanisme-là qui sera en cause. Du coup, en fait, il a raison quoi qu'il arrive. Vous voyez, c'est un petit peu, si on prend un autre parallèle, une scène du Dr House, parce que j'aime bien faire de l'épistémologie avec des objets pour les étudiants en fait qu'ils appréhendent vraiment. Donc Dr House, généralement, ça leur parle beaucoup plus que Karl Popper, si vous voulez. Et dans une scène du Dr House, il y a un patient donc, qui fait un pacte avec Dieu, de crucifixion, etc. Et puis en fait, il ne le fait pas cette année-là et il ne se passe rien. Et du coup, théoriquement, il devrait être puni par Dieu pour ne pas avoir respecté son engagement. Et il ne l'est pas. Donc le Dr House dit, voilà, j'ai la preuve qu'il n'existe pas. Et le patient il dit, non, c'est la preuve qu'il existe puisqu'il est miséricordieux. Vous voyez, donc en fait, on s'en sort jamais. Et par contre, un autre élément qui est donné dans cet épisode, qui est très bon, c'est qu'à la fin, le patient lui dit « Mais vous savez, la foi, ce n'est pas un argument. » Et là, il a raison. En fait, ce n'est pas le même champ. Donc, on n'a pas à raisonner avec les mêmes outils. Donc, c'était juste à titre illustratif que je vous donnais cet exemple. Donc, pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas, c'est ce qu'on appelle le critère de réfutabilité de Popper. Donc, il dit qu'en fait, pour qu'une théorie soit considérée comme étant dans le champ scientifique, il ne faut pas qu'elle contienne déjà sa propre réfutation. Il faut qu'on puisse la mettre en doute avec une expérience, sinon en fait on s'en sort jamais, absolument jamais. Que dire des explications? Puisque du coup on sait maintenant si elle est de type scientifique ou pas avec Popper. Qu'est-ce qu'on peut en dire de l'hypothèse d'explication? Alors, là on va utiliser ce qu'on appelle le rasoir d'Occam. Donc ça c'est Guillaume d'Occam, un moine franciscain, qui avait formulé ça dans les premiers. Alors en bas j'ai mis une pub. Je ne sais pas si tout le monde voit la pub, c'est un scénariste de Canal, Lucas G. Et en fait, dans la scène, je vous explique la vidéo, c'est le mari, donc, qui est à gauche, là, qui rentre, donc il trouve sa femme au lit, il ouvre le placard et il voit le scénariste, donc le Lucas, là, dans le placard. Et si vous voyez, l'autre explique qu'il se retrouve là, parce qu'il était dans une forêt d'Amazonie. Vous ne voyez pas la scène? Il était dans une forêt d'Amazonie. Ils ont coupé un arbre, ça lui est tombé sur la tête, il a été assommé, puis les scies sont passés, donc ils ont coupé les planches avec lui dessus, puis finalement, en fait, il se retrouve livré dans le placard. Vous voyez? Alors, n'empêche que ça nous fait deux alternatives possibles. La première, c'est qu'il y a eu un adultère, et la deuxième, c'est l'histoire qui vous raconte. Eh bien, la question, c'est qu'est-ce qui fait que je privilégie la première hypothèse par rapport à la deuxième, en fait? Pourquoi elle a plus de poids? Et donc ça, c'est Guillaume d'Occam qui nous dit, quand vous avez plusieurs hypothèses alternatives, il est préférable de prendre la moins coûteuse cognitivement, c'est-à-dire celle qui fait appel au moins d'entités un petit peu extraordinaires. Alors je vais prendre des exemples pour ça, pour l'illustrer. J'ai mal au dos, comme 90% des gens. Donc, j'ai mal au dos. J'ai trois options. C'est-à-dire que je vais voir un rééducateur, un thérapeute manuel par exemple, qui soigne mon dos par des exercices physiques. Et puis en même temps, je vais... qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Je vais tous les jours prier à la Bastille, vous voyez, pour que j'ai moins mal au dos. Et puis, troisième option, c'est chaque fois que je viens, je brûle un encens, parce que normalement, l'odeur de l'encens devrait réveiller un génie qui soigne mon dos. Bon, c'est trois hypothèses possibles. Pourquoi je privilégie la première par rapport aux autres? Sachant que lui, il dit qu'il faut la privilégier, mais que ce n'est pas forcément la bonne. Hein. C'est parce qu'en fait, dans un cas, j'ai juste à faire l'hypothèse
qu'une activité physique, donc sur le plan physiologique, modifie la composition musculaire, ce que vous voulez, on pourrait trouver des explications physiologiques rationnelles à ça. Dans l'autre cas, il faut que je postule l'existence d'une entité surnaturelle. Et ça, c'est très coûteux à faire. Dans le troisième cas, il faut que je postule l'existence d'une entité surnaturelle qui est sensible à l'odeur de l'encens et qui en plus est capable d'agir sur... vous voyez. Donc en fait là, ça multiplie le nombre d'interventions dites surnaturelles, mais en fait qu'on a du mal à objectiver ou à voir scientifiquement. Donc il est préférable de choisir ça. Encore une fois, par exemple, le docteur House dit, quand vous avez un patient qui vient vous voir avec 3 symptômes différents, il est moins coûteux de penser que c'est une pathologie qui a provoqué les 3 symptômes que de penser qu'il a 3 pathologies qui se sont déclenchées en même temps. Vous voyez, c'est juste moins coûteux intellectuellement. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ce soit la bonne solution. Ça veut dire que, si on parle un peu statistiquement, vous avez plus de chances de soigner la personne en prenant cette première hypothèse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rasoir d'Occam et la parcimonie des hypothèses. Autre élément, alors là, j'ai remis la maxime de David Hume telle quelle, tellement elle est bien écrite. David Hume, il dit « Aucun témoignage n'est suffisant pour établir un miracle, à moins que le témoignage soit d'un genre tel que sa fausseté serait plus miraculeuse que le fait qu'il veut établir. » Ça paraît bizarre comme phrase, c'est bien écrit quand même. Hein. Ils écrivent mieux que maintenant en SMS. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il faut peser ce qu'on vous rapporte à l'aune de qui vous le rapporte et des chances qu'il y a qu'il se trompe ou qu'il ait été trompé. Par exemple, si je viens vous voir et je vous dis « j'ai vu une Clio bleue », si vous voulez, le niveau de preuve que vous allez demander quand je vous dis que je viens de voir une voiture bleue, il est relativement faible. Parce qu'en fait, le témoignage que je vous apporte, il n'a aucun caractère miraculeux. Si je viens puis je vous dis, en venant là, en taxi, j'ai vu un séquoia géant. Bon là, ça commence à nécessiter un niveau de preuve un petit peu supplémentaire quand même. Vous voyez, c'est pas courant. Si maintenant je vous dis, j'ai vu un éléphant rose voler, là, vous êtes en droit quand même de me demander des comptes, de me demander des preuves relativement solides. Vous voyez ? C'est ce qui fait qu'en fait, cette maxime de Hume, là, elle nous pousse à avoir ce qu'on appelle un curseur de vraisemblance. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on me dit est vraisemblable ou très peu vraisemblable ? Et il faut se méfier d'une chose, avec ce curseur de vraisemblance, c'est que l'esprit humain a tendance à le mettre au milieu, ce qui est une position pas du tout rationnelle. Je prends un exemple, vous discutez au restaurant avec 2 amis, puis il y en a un qui vous dit ah oui, mais moi, le fait de se soigner par l'encens, ça marche, avec moi ça a marché, j'y crois à fond. L'autre vous dit non mais n'importe quoi, l'encens, en plus par quel mécanisme. On aurait tous tendance à dire les 2 c'est mes copains, je vais mettre au milieu. Vous voyez ? Et en fait, ça c'est une stratégie qui n'est pas très bonne, parce que ça crée un flou artistique dans lequel on se noie tous un peu. Donc l'attitude la plus raisonnable à avoir, c'est de dire moi je donne pas mon avis, je suspends mon jugement tant que j'ai pas plus d'éléments. Et généralement, celui à qui il faut demander les éléments, c'est celui qui vous dit ça marche. Pourquoi ? Parce que il y a une règle de base qui est que la charge de la preuve incombe à celui qui prétend quelque chose. Parce que si par exemple je vous dis là, sans que vous le sachiez, je me suis mis tout nu, j'ai couru autour de la pièce, puis je me suis rhabillé, si je vous dis prouvez-moi que c'est pas vrai, vous ne pouvez pas, donc c'est vrai. Vous voyez ? Donc en fait, si on inverse la charge de la preuve, on s'en sort plus, parce que plus rien n'est expérimentable. Donc cette maxime de Hume là, et le curseur de vraisemblance, c'est vraiment un point qu'il faut garder à l'esprit. Sachant que vous avez plein de thérapies qui postulent des choses vraiment très peu vraisemblables. Et pour autant, on ne leur demande jamais un corpus de preuves plus que ça, si vous voulez.